Des combats ont eu lieu entre l'armée malienne et les CSP près de la frontière algérienne. D'amples informations en 2-8 journal. La nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali, c'est ce vendredi soir à partir de 21h. Ce matin, un panel a été animé sur les médias à l'ère de la révolution numérique. Et les sports en fin de journal avec Mohamed Kenouvi, comme chaque vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. L'armée malienne ne cesse de multiplier ses opérations, notamment sur les axes de la frontière avec l'Algérie. Des combats ont eu lieu avec le CPS. Assetoumani Koulibaly. Depuis hier 26 juillet, des combats sont en cours entre l'armée et des combattants du CSB à Tinzaouaten. Ces derniers, après avoir été chassés de Kidal en novembre 2023, se sont repliés vers cette zone, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec l'Algérie. Aucun bilan n'est encore disponible, alors que certaines sources affirment que les combats se poursuivent aujourd'hui. Toutefois, dans un communiqué en date d'hier, les FAMA assurent qu'une de leurs patrouilles a été la cible d'une attaque terroriste. Le communiqué ajoute qu'une vive réaction des FAMA a entraîné une lourde perte du côté des groupes terroristes. Le CSP avait abandonné le camp militaire de Tinzaouaten en décembre 2023 après une frappe de drone de l'armée malienne qui avait fait plusieurs victimes, notamment le colonel Hassan Ag Fagaga, une des figures de la rébellion Touareg. Après le début des combats jeudi, d'après des vidéos amateurs, l'Algérie a adapté son dispositif sécuritaire du côté de sa frontière. Dans sa dynamique offensive, l'armée a annoncé avoir pris le contrôle le 22 juillet de In Afarak, un carrefour de trafic en tout genre situé à 122 km au nord-ouest de Tessalit, dans la région de Kidal. Alors que d'après des sources, les combats en cours sont d'une rare intensité, la prise de Tinzaouaten pourrait permettre à l'armée de porter un coup très dur aux groupes armés en réduisant leur mobilité entre les deux frontières. Dans un nouveau communiqué publié ce soir, l'armée a fait le point. Elle déplore 2 morts et 10 blessés et une vingtaine de morts côté ennemi. Selon le même communiqué, les vecteurs aériens ont procédé à 2 frappes sur des cibles ennemies. 16 tués, 48 blessés, dont 6 cas graves. Tel est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu ce jeudi 25 juillet aux environs de 8h30 à Ouan, dans la région de San. Selon le communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures, cet accident résulte d'une collision frontale entre un car de transport de voyageurs de la compagnie Fakala Transport en provenance de Mopti et un autre car de la société Ascofare Transport s'est déplaçant en sens inverse. L'accident a en outre occasionné des dégâts matériels importants. Toutes les victimes ont été prises en charge et transportées au centre de santé de référence de San par les agents de la protection civile, précise le communiqué du département des transports et des infrastructures. En prélude à la 3e nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali qui se tient ce vendredi soir au Centre international de conférence de Bamako, une journée de réflexion a été initiée sur l'état de la presse au Mali afin d'échanger sur les enjeux et les défis à l'ère du numérique. Paul Yapin-Kesson. L'objectif de cette journée de réflexion, selon le président de l'Union des journalistes reporters du Mali, est de poser la problématique actuelle qui est le défi des médias maliens à faire face à la révolution numérique. Cette journée de réflexion est une activité qui vise à mener une réflexion sur l'état de la presse malienne. Actuellement, c'est un secret de polichinelle que la presse malienne vit dans les pires moments de son histoire à cause de la crise économique qui la frappe de plein fouet. Donc c'est aussi une presse qui fait face au renouveau numérique. Donc il faut pousser la réflexion et pour voir dans cette crise économique et face à l'avènement des nouvelles technologies et d'information, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que la presse puisse véritablement nourrir son nombre? Les professionnels doivent dès lors s'accrocher au rythme de l'innovation imposée par l'éthique et acquérir de nouvelles compétences en gestion de contenus numériques, réseaux sociaux et analyse de données. Une transformation inévitable. Moi, je pense qu'il y a des opportunités. C'est vrai qu'avec l'avènement du numérique, beaucoup de journaux qui n'arrivent pas à s'adapter vont avoir des difficultés. Les tirages baissent de plus en plus. Ensuite, nous sommes confrontés également aux difficultés d'équipement. Nos journaux sont sous-équipés. Mais le fond surtout du problème, c'est que les médias
les entreprises de presse ne répondent pas réellement aux normes d'entreprise. Il y en a très peu. Cette révolution numérique a profondément transformé les médias maliens, tout comme dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins d'une période de forte transformation que la presse traverse, donc notamment la révolution numérique, entre autres. Le changement n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il faut en être conscient et évoluer avec lui. En 2002, le quotidien Le Monde rend alors payant une partie de ses contenus numériques, suivis par plusieurs autres titres. Une partie de la presse écrite devient alors numérique. Les journalistes ajoutent les mots référencement, SEO, lien hypertexte et taux de rebond à leur jargon quotidien. De la même manière, la radio change également ses pratiques. Rapidement dotée de sites web, certaines antennes deviennent depuis 2013 des antennes filmées. Le numérique a bouleversé à la fois la manière de s'informer et le financement de l'information. Pour les médias Made in Mali, le défi est désormais de s'adapter ou disparaître. On a souvent décrié à juste raison les réseaux sociaux avec tout le cortège de fake news qui commettent des dégâts énormes. C'est vrai, mais des plateformes comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook, surtout Facebook Live, offrent des prolongements d'exploitation de l'information à une échelle extraordinaire. Au Mali, la majorité des Maliens ne jouent plus que par le numérique. Dès lors, les médias aussi n'ont plus le choix. Soit ils basculent vers ce numérique, soit ils prennent le risque de disparaître. Au Niger, le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, célèbre le premier anniversaire du coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 26 juillet 2023. Occasion pour le chef de l'État de faire son bilan aux Nigériens dans un discours. Le point avec Aminata Keïta. Cela fait maintenant une année que le général Abdourahmane Tiani est au pouvoir au Niger depuis le coup d'État du 24 juillet, renversant le président Mohamed Bazoum. L'adresse du général aux Nigériens a consisté à faire le bilan de ces une année. Pour le général, la marche du Niger vers la souveraineté pleine et entière est inexorable. En effet, les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme, et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. Cette défiance vis-à-vis du régime déchu, combinée à la menace et aux sanctions iniques imposées par la CEDEAO, a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens. Depuis la prise du pouvoir par le CNSP, le général Tiani a pris différentes décisions. Les relations diplomatiques ont été rompues avec la France et ses soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste ont plié bagages fin 2023. D'ici début août, les soldats américains auront également plié bagages, quittant notamment leur base de drones à Agadez après celle de Niamey. Aussi, la lutte contre le terrorisme qui endeuille le Niger depuis plus de 10 ans est le cheval de bataille du général depuis son arrivée. À ce titre, désormais, la Russie est le partenaire privilégié de Niamey. Le partenaire russe a déjà envoyé des instructeurs militaires en avril et en mai en appui à l'armée du pays. En matière d'économie, le général a annoncé une ordonnance prochaine dans le pays obligeant les entreprises minières et pétrolières à privilégier les micro, petites et moyennes entreprises du pays pour les appels d'offres et au-delà, le personnel de ces sociétés devra majoritairement être national. La patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière. Toute société minière ou pétrolière se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix, et ce, sans exclusive. Le général a annoncé le lancement de plusieurs projets devant entraîner l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté économique.
Également, la Confédération des États du Sahel, créée à l'issue de leur premier sommet le 6 juillet, est pour le général Tchiani une étape considérable pour la souveraineté totale du Sahel. Aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris a donné hier jeudi 25 juillet le signal d'un possible changement majeur dans la politique américaine à l'égard d'Israël à Gaza en promettant de ne pas rester silencieuse face à la situation. Elle l'a déclaré après une rencontre avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, auprès de qui elle a expliqué qu'il était temps de mettre un terme à cette guerre dévastatrice. Ensemble, écoutons la déclaration. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third, or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Place donc à notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors c'est déjà la Coupe du Mali de football féminin, place à la grande finale ce samedi. Oui, effectivement, la 9e édition de la Coupe du Mali de football féminin va connaître son épilogue demain samedi avec la grande finale qui va opposer l'AS Mandé à l'AS Police. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 16h GMT au stade Mamadou Konaté. Fraîchement sacrée championne du Mali en Ligue 1, l'AS Mandé rêve du doublé championnat Coupe du Mali et d'un 6e sacre dans cette compétition après ceux de 2012, 2014, 2015, 2016 et 2022. Alors qu'en face, l'AS Police, la grande révélation de cette saison, veut marquer l'histoire en remportant son premier trophée. Cette saison, les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises pour 3 victoires pour les Mandékas et un match nul. Pour rappel, en demi-finale mercredi, l'AS Mandé s'était imposé 2-0 devant l'AS Momo de Sikasso, tandis que l'AS Police s'était défait des Super Lions 1-0. Et concernant la Coupe du Mali de basketball, nous avons les affiches de la 8e de finale. Oui, ces 8e de finale ont débuté ce vendredi avec 4 rencontres chez les messieurs. L'AS Real était face à l'AS Kodabougou et l'AS Mandé s'est mesuré à l'AS Police. Chez les dames, l'USFAS était aux prises avec Atar Club de Kidal, tandis que Calaban Sport Club défiait l'AS Mandé. Demain, samedi 27 juillet, toujours sur le tableau féminin, l'AS Police sera opposé à Koukia au Palais des Sports de Bamako. L'AS Real défie le CFSM sur les mêmes installations. Du côté de Koulikoro, le CBD sera face au Djoliba AC. À Ségou, l'US Niono affronte le CRBT et à Mopti, l'US Sévaré reçoit le Stade malien de Bamako. Chez les messieurs, l'AS Commune 1 affronte Koukia au Palais des Sports de Bamako. Toujours au Palais des Sports, Atar Club de Kidal reçoit l'AS Sigui de Kaye. À Koulikoro, le CMK offre son hospitalité à l'USFAS. Du côté de Ségou, l'US Niono reçoit Calaban Sport Club et à Mopti, Debo de Mopti accueille le CRBT. Direction Paris à présent pour parler bien évidemment des Jeux Olympiques 2024. Nous avons donc le programme de la 2e journée du tournoi de football. Toutes ces rencontres de la 2e journée se disputent demain, samedi à 13h à Lyon. L'Argentine sera opposée à l'Irak. À la même heure, du côté du Parc des Princes à Paris, la République dominicaine joue l'Espagne dans le groupe C. Toujours dans ce groupe C, à 15h, l'Égypte sera face à l'Ouzbékistan à Nantes. L'Ukraine reçoit de son côté le Maroc à la même heure du côté de Saint-Étienne dans le groupe B. Dans le groupe D, à 17h, Israël affronte le Paraguay au Parc des Princes. Au même moment, dans le groupe A, la Nouvelle-Zélande sera opposée aux États-Unis au stade Vélodrome à Marseille. Dans ce groupe A, toujours à 19h, la France affronte la Guinée à Nice. À la même heure, dans le groupe D, notre pays, le Mali, va en découdre avec le Japon à Bordeaux. Et on enchaîne avec le calendrier des athlètes maliens.
Oui, en boxe, Marine Fatoumata Camara débute ses jeux mardi 30 juillet prochain avec les 16e de finale féminin dans sa catégorie des moins de 57 kilos. Alexien Kouma entre également en lice le même jour, le 30 juillet, donc avec le début des séries des 100 mètres nage libre. Quant à Aïchata Diabaté, toujours en natation, elle débutera la compétition le 3 août prochain, cette fois-ci en 50 mètres nage libre. Le 3 août toujours, cette fois-ci en athlétisme, Fodé Sissoko débute avec la qualification de la série 100 mètres masculin. Quant à Ismaël Koulibaly, nous sommes donc en taekwondo. Il faudra attendre le 9 août prochain pour son entrée en lice avec les combats de qualification dans sa catégorie des moins de 80 kg. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Inch'Allah. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.